Bonsoir et bienvenue sur NTD Actualité. Des rapports récents ont confirmé l'existence d'une pénurie d'antibiotiques dans 26 pays de l'Union européenne, affectant un grand nombre de ses citoyens. Alors que le problème risque de durer, le Parlement européen envisage des changements dans la réglementation des médicaments en vue d'éliminer ce problème à long terme. 26 pays européens ont signalé des pénuries d'antibiotiques selon l'Agence européenne des médicaments. La commissaire européenne à la santé Stella Kyriakídou a déclaré mardi qu'une résurgence inhabituellement précoce des infections respiratoires en Europe cet hiver et un manque de capacité de production étaient à l'origine des pénuries. Mais les experts estiment que les pénuries de médicaments génériques de base tels que les antibiotiques pourraient se reproduire en Europe en raison de problèmes inhérents à l'industrie, tels que la migration progressive de la production des génériques vers l'Asie. De nombreux députés européens qui ont pris la parole lors de la réunion ont déclaré qu'il était urgent de remédier à ces pénuries. Stella Kyriakídou a déclaré que les modifications proposées à la réglementation européenne sur les médicaments incluraient des obligations d'approvisionnement plus strictes et une notification plus rapide des pénuries. La proposition de la Commission européenne de réviser la réglementation sur les médicaments devrait être présentée en mars. Kyriakídou a précisé que, je cite, « Notre objectif est et reste de garantir l'accès aux médicaments pour tous les patients qui en ont besoin et d'éviter toute perturbation du marché des médicaments dans l'UE. » Kyriakídou a ajouté que l'autorité européenne de préparation et de réaction en cas d'urgence sanitaire, créée pendant la pandémie de Covid-19, peut acheter des médicaments au nom des États membres pour faire face aux pénuries. De sérieuses grèves destinées à faire reculer le gouvernement sur la réforme des retraites se sont déroulées aujourd'hui, jeudi 19 janvier, dans toute la France, ce qui a entraîné de nombreuses perturbations. Pour le chercheur à l'université de Sciences Po, Bruno Palier, qui a réalisé des études comparatives des systèmes de retraite à travers l'Europe, les réformes gouvernementales ont impacté de larges couches de la population. Exploiter le mécontentement généralisé suscité par la crise du Covid et du coût de la vie afin de renforcer l'opposition à la réforme des retraites qui doit être débattue au Parlement dans les semaines à venir. C'est l'objectif des syndicalistes qui appellent à la grève depuis que la première ministre Elisabeth Borne a annoncé qu'à partir de 2027, il sera nécessaire d'avoir travaillé 43 ans pour bénéficier d'une pension complète. L'âge de la retraite a en outre été reporté de 2 ans à 64 ans. Le chercheur à l'université de Sciences Po, Bruno Palier, qui a réalisé des études comparatives des systèmes de retraite à travers l'Europe, a déclaré qu'il n'y avait aucun gagnant dans le contexte de ces réformes proposées par le gouvernement. L'objectif principal du gouvernement est de faire des économies budgétaires. La France a une dette publique énorme et le système de retraite, le système public de retraite, est régulièrement en déficit. À partir de l'année prochaine, il devrait être d'environ 10 milliards d'euros par an, ce qui en soi n'est pas grand-chose. Mais si vous l'ajoutez chaque année pendant 20 ans ou 30 ans, cela fait une somme assez importante. Les perdants sont la classe moyenne et la classe moyenne inférieure, en particulier ceux qui ont commencé relativement tôt, qui ont une carrière complète et qui devront encore travailler plus, ou ceux qui n'ont pas la possibilité d'avoir une carrière complète, parce qu'ils ont eu une interruption et qu'ils ne sont plus également en activité après l'âge de 55 ou 58 ans. Ils devront désormais attendre encore plus longtemps pour que la pension leur soit versée. Mais aux yeux du chercheur, les grandes perdantes de ces réformes de la retraite sont les femmes qui travaillent à temps partiel, ce qui signifie qu'elles n'auront pas un droit complet à la retraite. Nous pouvons déjà constater que dans les groupes de retraite, les femmes reçoivent moitié moins que les hommes avant la compensation, et les femmes doivent attendre plus longtemps pour demander leur pension. Donc elles partent à la retraite effectivement 1 an plus tard que les hommes en France. Hier, mercredi 18 janvier, à la veille de la grève générale, des enseignants avaient déjà posé des pancartes afin de protester contre les réformes de l'éducation et des retraites devant un lycée de Cannes. C'est tout à fait injuste parce qu'il y a d'autres moyens en fait, de financer les retraites. C'est bien une volonté politique de ne pas aider les salariés du pays pour ce système quand même qui était un système de solidarité. Et puis c'est aussi oublier que les retraités ce ne sont pas des personnes hors de la société aussi. Elles font aussi des choses, elles sont importantes pour la société.
Rallonger l'âge n'a aucun sens, ça ne permet pas aux jeunes de venir travailler par exemple, ça bouge des emplois. Au niveau de la santé, c'est une catastrophe. Il n'y a rien qui justifie cette réforme. À noter que 2/3 des personnes interrogées par Odoxa considèrent que la grève générale est justifiée et que le gouvernement est allé à l'extrême en reportant de 2 ans l'âge de la retraite à 64 ans. Un développement dans l'affaire d'un ancien membre du Parlement européen qui est au centre d'un scandale de corruption. Pier Antonio Panzeri a déclaré au procureur qu'il allait collaborer avec les autorités en échange d'une réduction de peine. C'est gagnant-gagnant. Le suspect y gagne quelque chose dans la mesure où, par rapport à la peine maximale qu'il aurait pu recevoir autrement, sa peine sera allégée, même s'il s'agit toujours, je le répète, d'une véritable peine. L'Italien Panzeri a été accusé le mois dernier de corruption, de blanchiment d'argent et d'appartenance à une organisation criminelle. Il a maintenant signé un mémorandum dans lequel il se repent de ses actes. Selon un mandat d'arrêt belge, Panzeri est soupçonné d'être intervenu politiquement auprès de membres travaillant au Parlement européen au profit du Qatar et du Maroc, en échange de contreparties financières. Les deux pays ont démenti ces allégations. Panzeri, ancien député socialiste, a créé un groupe de campagne baptisé Fight Impunity qui aurait servi de couverture à ce projet. Et l'OTAN a envoyé le premier de 3 avions de surveillance AWACS en Roumanie pour surveiller l'activité militaire russe. Ces missions devraient durer plusieurs semaines. Le système de détection et de commandement aéroporté nommé AWACS est arrivé mardi sur une base aérienne située à l'extérieur de Bucarest. Il effectuera des missions de reconnaissance régionale pour surveiller l'activité militaire russe sur le territoire de l'Alliance militaire. Les avions font partie d'une flotte de 14 appareils, habituellement basés à l'ouest de l'Allemagne, et peuvent détecter des avions à des centaines de kilomètres. Les missions devraient durer plusieurs semaines. Ils ont des capacités aériennes très importantes et je dirais qu'il s'agit de ressources supplémentaires de l'OTAN pour les forces terrestres et aériennes déjà présentes en Roumanie. Mon équipe est bien préparée et nous allons bientôt effectuer des missions depuis Bucarest pour une période limitée. Cela constitue une contribution importante aux activités de vigilance renforcée de l'OTAN sur le flanc oriental de l'Alliance. En outre, les AWACS ont effectué des patrouilles régulières au-dessus de l'Europe orientale et de la mer Baltique pour suivre les avions de guerre russes près des frontières de l'OTAN. Et le gouvernement américain cherche à interdire TikTok. Le président Joe Biden a signé en décembre une loi interdisant aux employés fédéraux d'utiliser l'application vidéo sur les appareils du gouvernement. Cependant, des obstacles subsistent. Daniel Monaghan de NTD nous en dit plus. Plus de 25 États ont également pris des mesures contre TikTok, mais certains estiment que ces mesures ne sont pas suffisantes. Cette société devrait être interdite et ne devrait pas opérer aux États-Unis. Ils affirment qu'elle pourrait être utilisée pour espionner les Américains. Voici le commissaire de la Commission fédérale des communications ou FCC. Les mèmes et les danses ne sont qu'un déguisement sous lequel se cache une application de surveillance. L'administration Biden aurait cherché des moyens de séparer l'application de son propriétaire chinois ByteDance. Les ministères de la Justice et de la Défense plaident pour une vente forcée des opérations américaines de TikTok pour des raisons de sécurité nationale. Vous avez des centaines d'employés qui semblent avoir accès aux données des utilisateurs américains et qui pourraient très bien être des membres du Parti communiste chinois. James Andrew Lewis, directeur au Centre d'études stratégiques et internationales, affirme que le gouvernement américain n'a pas le pouvoir d'interdire la liberté d'expression. Il note que toute tentative de restreindre l'accès des Américains à TikTok ne ferait pas le poids face à une contestation judiciaire. Toutefois, le professeur de droit Fred Kate affirme que le gouvernement américain dispose de vastes pouvoirs s'il estime qu'une entreprise menace la sécurité nationale. Voici le directeur du FBI, Christopher Wray. Sa société mère est contrôlée par le gouvernement chinois. Le gouvernement américain a le pouvoir d'obliger Apple et Google à retirer l'application. J'ai dit qu'Apple et Google devraient les retirer de l'App Store sur la base de ces seuls flux de données non divulgués. Toutefois, cette mesure n'aurait aucun effet sur les 100 millions d'Américains qui ont déjà l'application sur leur téléphone. TikTok accumule des quantités massives de données personnelles. Le directeur de la CIA, William Burns, a réagi à ce sujet sur PBS. Je pense que c'est une vraie préoccupation pour le gouvernement américain.
L'utilisateur américain moyen passe 80 minutes par jour sur TikTok, soit plus que le temps passé sur Facebook et Instagram réunis. Daniel Monaghan, NTD Actualité. L'un des journalistes impliqués dans la publication des dossiers Twitter, les fameux Twitter Files, partage ce qu'il a appris sur le FBI. Il a écrit un article d'opinion détaillant ses découvertes. Le journaliste Michael Shellenberger est l'un des rares à avoir travaillé avec Elon Musk à la publication des dossiers Twitter. Mercredi, Fox News a publié l'éditorial de Michael Shellenberger, intitulé « Elon Musk nous a choisis pour faire un reportage sur les dossiers Twitter. Voici les choses troublantes que j'ai apprises sur le FBI. » Shellenberger dit avoir découvert que le FBI et la communauté du renseignement ont discrédité des informations factuelles sur les transactions commerciales étrangères de Hunter Biden, à la fois avant et après que le New York Post ne les révèle au monde en octobre 2020. Il affirme qu'en décembre 2019, le FBI a émis une assignation à comparaître pour l'ordinateur portable de Hunter Biden, puis l'a récupéré dans un atelier de réparation du Delaware. En décembre, Shellenberger a tweeté qu'il n'aurait fallu que quelques heures au FBI pour confirmer que l'ordinateur appartenait à Hunter Biden, le confirmé n'ayant pris que quelques jours aux journalistes. Selon Shellenberger, le FBI n'a rien fait pour enquêter sur les nombreux signes d'activité criminelle révélés par les courriels et autres documents présents sur l'ordinateur portable. Des mois plus tard, Rudy Giuliani a reçu une copie de l'ordinateur portable et l'a apporté au New York Post. Puis en octobre, Hunter Biden et son avocat ont appris que le New York Post prévoyait de publier l'article sur l'ordinateur portable. Le même jour, à peine 2 heures plus tard, le FBI aurait envoyé 10 documents à Yoel Roth, alors responsable de l'intégrité du site de Twitter. Lorsque le New York Post a publié l'article le lendemain, il a été censuré par Twitter et d'autres sociétés de réseaux sociaux presque immédiatement. Le FBI n'aurait cessé de mettre en garde Twitter et Facebook contre les campagnes russes de piratage et de fuite. Shellenberger écrit qu'un agent du FBI a admis que ces avertissements n'étaient pas basés sur de nouvelles découvertes. À travers nos enquêtes, nous n'avons pas vu d'intrusion concurrente similaire à ce qui s'était passé en 2016. Shellenberger a également écrit qu'un grand nombre d'anciens agents ont commencé à travailler pour Twitter. En 2020, il y avait tellement d'anciens employés du FBI, surnommés les anciens du but, travaillant chez Twitter, qu'ils avaient créé leur propre canal Slack privé et une feuille de route pour embarquer les nouveaux arrivants du FBI. Après la sortie des dossiers Twitter, le député Jim Jordan a déclaré qu'il s'inquiétait de voir le gouvernement mener une opération de désinformation sur les Américains. NTD a contacté le FBI pour un commentaire sur l'article d'opinion de Shellenberger, mais n'a pas eu de réponse avant la diffusion. Un navire de guerre chinois s'enfonce dans le Pacifique Sud. Que révèle cette observation sur la capacité militaire de Pékin et sur ses ambitions mondiales ? NTD s'est entretenu avec le capitaine James Fanel, l'ancien directeur du renseignement de la flotte américaine du Pacifique. Un reportage signé Juliette Song de NTD. Dans les eaux bleues du Pacifique Sud, les militaires français ont repéré un navire de guerre chinois. Ce navire de guerre est apparu près de la Polynésie française le 22 décembre dernier, un groupe d'îles dans l'océan Pacifique Sud. Une semaine plus tard, les militaires français ont à nouveau pris des photos d'un navire de guerre chinois. Cette fois, près de la Nouvelle-Calédonie, un territoire français dans le Pacifique Sud-Ouest, à plus de 1000 km à l'est de l'Australie. On ne sait pas si c'est le même navire de guerre que celui qui est apparu plus tôt. Le capitaine James Fanel est l'ancien directeur du renseignement et des opérations d'information de la flotte américaine du Pacifique. Il a déclaré que la présence de ce navire de guerre dans le Pacifique Sud montre que la Chine poursuit la modernisation de son armée. Les dirigeants de l'armée chinoise sont convaincus que leurs engins sont capables de franchir de longues distances. Ce qui est inhabituel avec ce navire de guerre, c'est qu'au moment où il a été repéré, il se trouvait à plus de 10 000 km de sa base d'attache. C'est au-delà du rayon d'action d'un destroyer de cette taille, sans qu'un navire de ravitaillement ne le suive. Leurs navires ont la capacité de franchir ces longues distances et je pense que c'est quelque chose que les Américains devraient comprendre, car nous entendons des rapports contradictoires, des soi-disant experts qui parlent de l'infériorité des navires de guerre, de la marine, de l'APL et du fait qu'ils n'ont pas de longue portée, et ce n'est pas vrai. Mais Fanel dit qu'il y a une autre possibilité. Leur effort diplomatique pour établir des relations et améliorer les relations avec un certain nombre de nations dans le Pacifique Sud peuvent leur permettre de se ravitailler là-bas sans un pétrolier qui les accompagnerait pour s'assurer qu'ils ont toujours du carburant.
Par exemple, le président des Philippines a rendu visite au dirigeant chinois Xi Jinping la semaine dernière. Les deux pays ont publié une déclaration commune s'engageant à renforcer leur coopération. Il est donc tout à fait possible qu'il y ait eu une escale d'un navire de guerre chinois quelque part aux Philippines et comme je l'ai mentionné précédemment, il est également possible qu'ils aient pu s'arrêter quelque part d'autre en cours de route. Les Kiribati peut-être, bien qu'ils n'ont pas beaucoup de ressources. Les îles Salomon par exemple. Pékin se dispute l'influence dans le Pacifique Sud. Plusieurs pays y ont rompu leurs relations diplomatiques avec Taïwan et reconnu Pékin à la place. Les îles Salomon sont l'un d'entre eux. Le même jour, les militaires français ont vu le navire de guerre chinois près de la Nouvelle-Calédonie. Un groupe de porte-avions chinois s'est approché de Guam. C'est ce qu'affirme le Global Times, le porte-parole officiel de Pékin. L'île de Guam est un territoire américain et le site d'une importante base militaire. Elle abrite des installations de l'armée de l'air et de la marine. C'est également une plaque tournante essentielle pour les câbles de communication sous-marins entre l'ouest des États-Unis, Hawaï, l'Australie et l'Asie. Je pense que ce que nous observons actuellement, ce sont des indicateurs que la marine militaire chinoise poursuit sa ligne stratégique qui vise à devenir une force navale mondiale. Il a noté que le fait de disposer d'une force navale mondiale est essentiel pour le rayonnement économique mondial de Pékin. Avoir une grande marine qui peut être en mesure d'assurer le transport de biens et de services à travers les océans pour étendre l'initiative des nouvelles routes de la soie qui assoient la puissance économique de la Chine et pour assurer qu'ils ont accès à ces ressources est l'objectif principal. Selon Fanel, les États-Unis doivent reconnaître la menace que représente la montée en puissance de l'armée chinoise. Depuis des décennies, Washington a adopté une politique d'engagement. C'est une incapacité à comprendre le Parti communiste chinois et son désir d'être la puissance mondiale dominante. Et donc, ce que les États-Unis doivent faire, c'est d'abord attendre, se réveiller et reconnaître que les activités de la Chine, bien qu'il s'agisse d'un seul destroyer en transit, représentent une menace militaire significative qui, si elle n'est pas contrôlée et préparée, ou si l'on n'y répond pas dans 20 ans ou même plus tôt, représentera un grand défi pour les États-Unis à assurer que notre mode de vie et notre culture soient préservés. La Chine veut bouleverser cela. Il a ajouté que les États-Unis étaient par le passé plus équilibrés dans leur pouvoir terrestre et naval. Au cours des 30 dernières années, avec les guerres du Golfe, nous avons perdu cet accent sur la puissance navale. Il a déclaré que maintenant les États-Unis doivent revenir à un meilleur équilibre afin d'être en mesure de dissuader Pékin de poursuivre son agression et d'être capable de combattre et de gagner une guerre en mer. Juliette Song, NTD Actualité. Et pour terminer, rendons-nous en Thaïlande où un temple attire des touristes du monde entier. À proximité du temple, des boutiques proposent la location de robes traditionnelles thaïlandaises pour la plus grande joie des visiteurs. Un reportage d'Andrew Thomas de NTD. Le Wat Arun est également connu sous le nom de Temple de l'Aube. Lundi, le site était très fréquenté par les touristes. Beaucoup étaient vêtus de robes traditionnelles thaïlandaises colorées. Les commentaires sur les réseaux sociaux et les séries télévisées historiques thaïlandaises ont fait de ces structures ressemblant à des pagodes un lieu de tourisme à la mode. Je me sens très chanceuse et tellement excitée de porter les costumes thaïlandais. C'est la première fois que je porte ces vêtements thaïlandais et que je viens dans ce magnifique temple. Et je pense que c'est une activité vraiment excitante pour les touristes. C'est assez émouvant parce que c'est tellement ancré dans la culture historique et vous réalisez à quel point c'est important et significatif pour la Thaïlande et les femmes thaïlandaises en particulier. De nombreuses boutiques de location de vêtements traditionnels thaïlandais bordent les rues près du temple. Elles offrent aux visiteurs la possibilité d'emprunter des robes et de prendre des photos pendant leur visite du temple. Les locations coûtent entre 4 et 12 € pour 2 heures selon les accessoires. C'est spécial et agréable d'expérimenter la culture thaïlandaise et de porter ça parce qu'en Angleterre, nous n'avons pas de vêtements comme celui-ci dans nos tenues traditionnelles. Jitra Kartkoum est gérante d'une boutique de location de vêtements traditionnels près du temple. Elle a déclaré que les touristes qui visitent le temple contribuent à stimuler l'économie et à augmenter les ventes de sa boutique.
Cela contribue à stimuler l'économie et le volume des ventes a augmenté depuis le Covid-19 alors que nous n'avions rien à faire. Nous avons décidé de louer cet endroit pour ouvrir un magasin de location. En moyenne, la boutique de Kertkun loue une vingtaine d'euros par jour. L'industrie du tourisme continue de se rétablir dans le monde entier après la pandémie. Les perspectives sont bonnes, car les voyageurs impatients tentent de rattraper l'interruption. Andrew Thomas, NTD Actualité. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain à 20h pour une nouvelle édition. En attendant, je vous souhaite, au nom de toute l'équipe, une excellente soirée sur NTD.